Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. Je m'appelle Xavier Je m'appelle Romain. Et je m'appelle JC. et ce podcast est notre création pour les passionnés d'histoire. Retrouvez-nous sur notre site internet www.meropodcast.fr pour en savoir plus sur notre projet. Et n'hésitez pas à nous écrire ou à nous laisser une appréciation sur votre application de podcast. On aime les feedbacks. Ceci est l'épisode 5, Une famille en or. On continue dans ce 5e épisode notre exploration du monde des Germains du 1er siècle après Jésus-Christ. Quand on parle des Germains à cette époque, on doit oublier définitivement l'image classique du pillard à cheval, assoiffé de sang. En réalité, on a affaire principalement à une société agricole de l'autre côté du Rhin. Non, les tribus germaniques, les barbares, comme on les appelle, ne sont pas des nomades qui parcourent la terre pour tout brûler. Ça, c'est bon pour le cinéma. C'est peut-être dommage, diront certains, mais c'est comme ça. Parce qu'en vérité, le nomadisme fonctionne mal avec une société agricole. Quand vous vous êtes cassé le cul à labourer un champ pendant tout l'hiver et à planter vos graines au printemps, ce n'est sûrement pas pour abandonner la récolte à vos voisins à la prochaine saison. Personne n'est si bête ou si généreux, même un Germain. La triste et terne réalité de la vie au 1er siècle, c'est la vie de fermier qui s'occupe avant tout de ses céréales et de son bétail, histoire de survivre jusqu'au lendemain. Et aussi de sa famille, comme nous allons le découvrir dans cet épisode. Revenons-en à Hermann, notre ami fermier, et parlons de sa famille. La famille pour un Germain du 1er siècle, ça compte aussi. Ça compte même beaucoup. Donc parlons un peu de Hermann et de son épouse qu'on appellera Frida. Puisqu'il faut choisir un nom, pourquoi pas celui-là? Frida la fermière, l'épouse de Hermann, la mère de ses enfants. Mais dans le fond, la question qu'on doit se poser, c'est comment Hermann a-t-il choisi Frida? Essayons d'explorer cette question ensemble. Alors, aussi banal que ça puisse paraître, il semble que le modèle d'union pour Hermann et Frida soit assez proche dans les grandes lignes du mariage traditionnel compris dans nos sociétés occidentales. Pas mal de théories ont fleuri au début du XXe siècle autour de mariages soi-disant germaniques, des mariages plus libres soi-disant, permettant à deux époux de se choisir et de se séparer de leur propre initiative sur une base quasi égalitaire. Mais ces concepts sont totalement remis en question désormais par la communauté scientifique comme des théories très contestables. Pour Tacite comme pour les historiens actuels, on est plutôt dans un schéma assez classique pour des Occidentaux du XXIe siècle, celui d'une union publique, officielle et définitive entre deux époux, deux jeunes germains en âge de procréer et unis avec l'accord de leurs familles respectives dans le cadre d'une cérémonie solennelle. Rien de très extravagant donc. Et pour ce qui est du partenaire, au risque de sonner là encore très conventionnel, il semble qu'on est dans ce qu'il y a de plus classique. Chez les Germains, le mariage est celui d'un homme et d'une femme. Et je ne parle pas de question de genre ici. Non, concrètement, Hermann, comme la quasi-totalité de ses contemporains, n'a pas eu pour option de choisir la polygamie. Tacite confirme la chose en disant que parmi les barbares, ils se contentent d'une seule épouse, sauf quelques-uns à peine qui reçoivent en raison de leur haut rang de très nombreuses propositions de mariage. Donc, la polygamie semble l'exception réservée aux nobles. Une pratique qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard dans la famille royale mérovingienne, mais dont on ne trouve pas trace dans la société germanique au sens large par contre. Donc pour les Germains, c'est un homme et une femme, unis pour la vie, pour fonder une famille. Shabarabara, shabarabara, pam, pam. Bon, d'accord, un gars, une fille plutôt. Je vois que tu as décidé de nous tuer le rêve d'une société ouverte avant l'heure où l'amour libre et les unions multiples auraient été la norme. On va donc rester sur du très conventionnel. Mais que sait-on précisément des rituels de mariage de Hermann et Frida? Alors, c'est difficile d'être catégorique en la matière, avec une compréhension si petite des traditions et des croyances des Germains. Mais apparemment, le mariage était quand même célébré selon un rituel très codifié.
c'est-à-dire une cérémonie où l'aspect solennel devait avoir beaucoup d'importance. Tout nous laisse penser que l'affaire était sérieuse pour les époux, comme pour le reste de la communauté, et donc qu'on marquait l'événement avec soin. Par exemple, l'échange des promesses devait se faire devant témoins. Suivant Tacite, que je cite, le père et la mère, ainsi que les proches, assistent à l'entrevue et agréent les présents. En gros, ce n'est pas un simple accord privé à deux. Non, c'est bien un engagement public où les deux familles sont impliquées à 100% et donnent leur accord. C'est clairement les familles qui sont aux commandes et sans leur application, pas de mariage. Et puis, il y a aussi l'échange des cadeaux. Et je cite Tacite encore une fois sur les présents échangés. Ce sont des bœufs, un cheval harnaché et un bouclier, ainsi qu'un glaive et une framée. L'épouse est accordée en échange de ces présents. Elle-même offre en retour quelques armes à son mari. Alors, la symbolique militaire des cadeaux est assez claire quand même. En se mariant, Herman et Frida acceptent de bâtir un lien de solidarité entre eux deux, un pacte à la vie, à la mort, et qui implique clairement un partage des risques physiques de l'existence. On peut se dire que les promesses de mariage dans d'autres civilisations ne sont pas très différentes. Mais dans une société tribale violente comme celle des Germains, ce n'est pas un petit engagement, sans conséquence quand même. Et puis, il y a plus que cette portée symbolique des présents qu'Hermann a apportés pour obtenir la main de Frida. Vous avez retenu le premier cadeau mentionné, avant le glaive et le bouclier, non? Des bœufs, bien sûr des bœufs. On est tous bien clairs maintenant que quand un Germain parle de bovin, ce n'est pas une simple plaisanterie. On est en plein dans un système de dot chez les Germains. On a clairement affaire à une transaction. Le futur marié qui amène des présents pour faire sa demande offre aussi de la richesse matérielle à l'autre famille. Dans une société archaïque antique comme celle des Germains, on ne va pas se mentir. Le mariage consiste d'une certaine manière pour le futur marié à payer un prix à la famille de l'épouse. L'autorité est ainsi transférée de la famille vers le mari seulement en échange d'un paiement, pour le dire simplement. Alors tant pis pour le mythe. Il faut se rendre à l'évidence. Les Germains vivent dans une société patriarcale, une société où le mari achète la propriété symbolique de sa future épouse et en devient probablement le chef. Rien ne nous laisse penser que Frida disposait d'un statut égal ou même semi-égal à celui de son mari, comme c'est d'ailleurs le cas dans un peu toutes les sociétés antiques d'ailleurs. Bon, bah dis donc, il transpirait le romantisme, tes maquignons germains. Un deal préalable entre les familles, une union jusqu'à la mort et un transfert d'autorité sur la femme des parents vers l'époux. C'est franchement pas très glamour. Mais on va devoir s'en contenter, surtout que cela semble aussi très plausible. Mais es-tu sûr que ceci reflète vraiment la société germanique archaïque? Ou n'est-on pas encore une fois manipulé par les appels moralisateurs de Tacite en direction de ses lecteurs romains? C'est toujours un risque. Mais autant qu'on puisse le comprendre, la famille a vraiment remis le destin de Frida et le devoir de la protéger entre les mains de Hermann. Elle est clairement soumise à son autorité et se voit imposer un certain nombre d'obligations, à commencer par celui de la fidélité conjugale. Pour Tacite, les cas d'adultère sont d'ailleurs extrêmement peu fréquents. L'infidélité serait rarissime, à l'inverse de Rome évidemment, où toute moralité aurait bien entendu fichu le camp. Bon, soyons honnêtes, personne ne peut mesurer sérieusement l'exactitude d'un tel propos à cette distance, ni connaître le niveau réel de vertu des femmes germaniques du 1er siècle par rapport aux autres sociétés selon les critères de Tacite. Par contre, que le comportement ait été réprouvé socialement, ça c'est vraisemblable. La peine prévue semble assez directe et à défaut d'une mort physique, c'est une mort sociale immédiate. Tête rasée, jetée dehors nue et bannie de la communauté à coups de fouet, c'est ce qui attend Frida si elle est convaincue d'un adultère. Difficile de ne pas connecter un tel traitement avec d'autres humiliations de femmes pratiquées à d'autres époques. Et pour le coup, il ne semble même pas que Tacite invente des histoires incroyables pour une fois. La découverte de quelques femmes à la tête partiellement ou totalement rasée, inhumées à l'époque du fer, est un indice, pas une preuve, mais un indice que ces situations ont bien pu ne pas être fabriquées ou exagérées par les Romains. Non, décidément, il faut abandonner l'idée d'une société égalitaire entre hommes et femmes, où on pratique l'amour libre comme dans les années disco.
On a bien affaire à une société patriarcale de l'Antiquité, où les hommes dominent les femmes. Le mariage, codifié et validé devant témoins, comme la descendance future, sont les reflets d'un monde où constituer une famille clairement identifiable est une priorité. Et tant pis pour les sentiments. Xavier, ne serait-il quand même pas imaginable, même si on ne peut pas le prouver aujourd'hui, que les femmes germaniques aient pu avoir une certaine forme d'autonomie et de liberté de parole au sein de la communauté, à la différence de Rome? Après tout, quelques siècles plus tard, on parlera de guerrières au bouclier dans les sociétés nordiques qui descendent également des Germains. Certaines reines mérovingiennes, quelques siècles plus tard, seront capables de disposer d'une certaine forme de pouvoir d'ailleurs. Peut-on imaginer que les Germains vivaient dans une société patriarcale, certes, mais peut-être moins implacablement machiste que la société romaine? C'est possible, non? En tout cas, on espère pour Frida. Mais une fois qu'on a balayé des idées super romantiques derrière la cérémonie du mariage, comment le choix des époux se passait-il alors, dans le fond? C'est vrai que, une fois qu'on a posé tout ça, ça n'explique pas vraiment comment Hermann a choisi précisément Frida, plutôt qu'une autre comme épouse. Mais quand on vous dit que Hermann a choisi son épouse, c'est sans doute un petit abus de langage. En fait, rien ne dit qu'Hermann a pu choisir quoi que ce soit. Pourquoi cela? On l'a dit, il semble bien que ce soit les familles qui sont à la manœuvre pour savoir qui épouse qui, bien plus que les époux eux-mêmes. Parce que, d'accord, lorsque Hermann et Frida se marient, ils forment une nouvelle famille à tous les deux, évidemment. Mais surtout, leurs deux familles respectives se retrouvent de facto unies dans un nouveau grand groupe familial étendu. C'est une nouvelle grande parentèle, un nouveau groupe unique qui fusionne avec leur mariage. Parents, frères, oncles de Frida et Hermann deviennent tous simultanément parents les uns des autres par la même occasion. En fait, nos deux époux permettent la constitution, ou le renforcement parfois, de ce qu'on va appeler la ZIPE. La ZIPE dans la société germanique, c'est un mot difficile à traduire et peut-être pas exactement lié à cette époque, mais qu'on pourrait résumer par clan ou parenté dans notre langage et qui va servir pour désigner ce phénomène. La ZIPE, c'est le groupe dont tous les membres sont des parents proches, comme dans les cas des familles de Hermann et de Frida. Des frères, des oncles, des cousins, des parents réels ou supposés d'ailleurs, car leur attachement à ce groupe peut se faire au fil du temps, entre hommes qui vivent juste ensemble et finissent par s'inventer un ancêtre commun. Au final, une ZIPE, c'est ce grand clan qui regroupe sans doute un grand nombre, voire toutes les familles du village où vivent Hermann, Frida et leurs enfants. Et ce qui définit le mieux cette ZIPE, c'est sans doute un mot, solidarité. Une solidarité indivisible, une solidarité à toute épreuve. Une ZIPE, c'est un groupe qui fait bloc, envers et contre tout, dans les bons et les mauvais moments. Culturellement, il n'est pas acceptable d'avoir de la violence à l'intérieur de la ZIPE. C'est un espace à l'intérieur duquel les conflits ne doivent pas éclater. Briser l'unité du groupe est un énorme tabou social qui signifie automatiquement une exclusion immédiate. Et non seulement on ne se déchire pas au sein de la ZIPE, mais plus encore, on ne laisse jamais tomber le moindre membre du groupe. Un membre de la ZIPE est en difficulté, c'est tous les membres qui doivent faire bloc autour de lui. La ZIPE veut dire un soutien à toute épreuve, face à la misère, face à des conflits externes ou à des coups du sort qui vont toucher ta famille ou tes récoltes. Ou pire que tout, t'es bof, non? Bon, sérieusement. Pour Hermann, Frida et leurs descendants, la ZIPE, c'est vraiment plus que quelques oncles et cousins ici et là. C'est pas une cousinade, quoi. C'est le sang, comme on dit désormais dans notre société moderne entre ados. Une belle expression qui marche plutôt bien pour les Germains du 1er siècle. Mais concrètement, cette solidarité à toute épreuve, comment elle s'exprime pour Hermann? N'oublions pas que la vie dans une ferme à cette époque, c'est une liste incroyablement longue de tâches à réaliser, et à réaliser du début à la fin si vous voulez survivre. Hermann va devoir labourer son champ, puis l'ensemencer, protéger les épis, emmener paître les animaux dans son autre champ, construire une clôture pour garder les rongeurs loin des silos à grains, mettre des pièges pour les prédateurs qui attaquent le bétail, moissonner les champs à la saison idéale, stocker les grains dans un silo qu'il a construit pour ça, mille et une tâches qui doivent être réalisées soigneusement tout au long de l'année pour survivre dans une ferme.
Un imprévu, le moindre pépin climatique ou sanitaire, une bête sauvage, des rongeurs ou la maladie qui vous tombe dessus ou sur vos bovins. Et c'est toute cette construction patiente pour préparer et conserver la récolte qui échoue. Et la récolte qui échoue, c'est la disette assurée, voire la mort. Herman n'étant doté que d'une seule paire de bras, au mieux deux avec ceux de Frida, il a besoin d'un groupe large pour réussir. Pour un fermier de cette époque, dans une économie quasiment autarcique, il n'y a pas de survie sans un groupe avec qui partager les tâches et les priorités, comme pour faire face aux coups durs, comme une blessure ou une mauvaise fièvre. D'accord. Alors déjà, pour une société rurale, on voit bien que la ZIPE n'est pas là par hasard chez les Germains. C'est une condition sine qua non de survie. Mais j'imagine bien autre chose. Ou pas. Mais il y a aussi autre chose, je pense. La nature sauvage, ce n'est pas le seul danger pour Hermann. Comme disait Tacite, l'homme est un loup pour l'homme. Et s'il y a bien une caractéristique pour désigner la société germanique, c'est sans doute la violence, non? Sans doute, même si je ne sais pas si l'expression vient de Tacite. La violence fait partie des priorités pour n'importe quel ZIPE, c'est clair. Et les occasions d'en faire usage sont multiples. Et n'ayez aucun doute là-dessus. La participation de Hermann et des autres n'est pas optionnelle. Tacite le déclare au détour d'une petite phrase de rien du tout. On est tenu d'embrasser les haines aussi bien que les amitiés d'un père ou d'un parent. Tout est dit ou presque. Là, on parle de solidarité avec un S majuscule. Parce qu'entre chaque saison agricole, c'est-à-dire entre la récolte et la moisson, c'est un temps favorable pour une opération militaire. Les tribus étant en perpétuel état de conflit, la véritable question d'un raid ennemi pour s'emparer des vivres ou de prisonniers n'est pas si, mais quand. Herman et son groupe savent très bien que des bandes armées ennemies sont toujours une possibilité à affronter et leur meilleure chance est de rester collectivement sur le qui-vive pour décourager une attaque ou la repousser si les pillards en question décident quand même de passer à l'acte. Et puis, au-delà des menaces lointaines, on a aussi des situations plus locales. L'ennemi pour Hermann, ce n'est pas que le pillard de la tribu voisine ou pire encore, le légionnaire romain en maraude. Entre Zippeux, les conflits sont très fréquents. Les vengeances entre familles sont innombrables. Vendettas qui peuvent durer sur plusieurs années, voire générations, pour des histoires de terrain, de bétail ou d'insultes impardonnables. Le voisin du village d'à côté peut lui aussi débarquer avec sa lance à la main demain matin, et accompagné de deux ou trois cousins balèzes de sa propre zippeux. Et dans tous ces cas de figure, la solidarité doit jouer à 100%. N'importe lequel des membres est attaqué, et c'est tout le groupe qui est attaqué et qui doit se défendre en bloc. C'est la règle pour que tout le monde puisse vivre en sécurité. La solidarité se doit d'être absolue, pour se défendre comme pour attaquer. Personne ne s'en sort sans sa zippeux dans une société germanique antique. Être seul, comme on l'a dit, c'est être à court terme mort socialement, et à plus ou moins moyen terme mort tout court. Et Tacite, une nouvelle fois, nous résume ça d'une formule lapidaire dont il a le secret. Plus un Germain compte de proches et d'alliés, plus sa vieillesse est entourée de respect. On ne gagne rien à être sans famille. CQFD. Bon, d'accord. La ZIPE, c'est la grande famille d'Hermann, au sens propre et figuré comme nous l'avons dit. Frères, cousins, oncles, voisins, hommes et femmes qui doivent être liés par un grand nombre de liens familiaux, ou pas, parfois, mais qui se connaissent depuis toujours, qui travaillent ensemble et partagent les ressources et se serrent les coudes dans toutes les situations. Mais pourquoi ce modèle clanique semble avoir une telle importance chez eux? Cela sonne un peu comme si, pour Tacite et les chercheurs actuels, il y avait quand même une spécificité au monde germanique. Oui, car on touche là à un fondamental de notre histoire des Germains et des Francs qui va perdurer longtemps chez ces hommes et leurs descendants. La société tribale ou clanique dans laquelle vit Hermann va être le creuset dans lequel naîtront les futurs peuples barbares qui débouleront dans l'Empire dans quelques siècles. Sans entrer dans le débat de spécialistes sur l'essence exacte de toutes ces notions, on parle de société tribale dans le sens d'une société fonctionnant avant la constitution d'un État structuré. Dans une société tribale, il n'existe pas vraiment d'infrastructure,
de gouvernement centralisé, de corps administratif ou de règles écrites. Il n'y a pas non plus d'autorité unique dans le pays disposant du monopole de l'emploi de la force. Pour Herman et sa communauté, il n'y a pas d'État qui encadre les tribus, pas de juge à qui se plaindre, pas de force de police pour faire régner l'ordre. Une société tribale est une société où la décision, la force, les responsabilités sont des concepts qui ne sont pas délégués à une autorité lointaine et supérieure. Ce sont les membres de la communauté qui prennent en main leur destin au quotidien. Ce sont les membres de la ZIPE qui font marcher la justice. Ce sont eux qui exercent les sentences. Ce sont eux qui décident ce qui est acceptable ou impardonnable vis-à-vis des autres ZIPE, directement. Herman et sa communauté se qualifient eux-mêmes d'hommes libres. Et ils le sont probablement d'une certaine manière, en comparaison de leurs congénères de la société romaine. D'une certaine manière, c'est vrai. Ils disposent d'un plus grand degré de liberté que leurs contemporains des grands États constitués autour de la Méditerranée, mais vivent une existence plus risquée aussi. Car être libre ne veut pas dire qu'ils ont la belle vie bien tranquille et sans responsabilité. Libre ne veut pas pour autant dire sans contrainte ou sans chef. Libre veut dire que s'il n'y a pas d'État pour les contraindre, il n'y a pas d'État non plus pour les défendre. D'accord, il est libre, Herman, mais surtout libre d'être uni et solidaire avec sa zipe, son clan, pour ne pas finir tout seul, dévoré par un loup ou mis en chaîne par la première bande de pillards de passage. C'est là encore moins sexy que l'image sympathique du barbare, les cheveux au vent, qui vole d'aventure en aventure, sans Dieu ni maître. Sa liberté a un prix, comme tu le disais. C'est la solidarité sans faille au groupe. Sans y peu, pas de Herman. Résumons-nous. La société germanique met le mariage au cœur de sa culture. L'objectif d'encadrer la reproduction et la famille est évident. Mais il y a plus que le cercle familial intime. Car dans une société tribale, où la violence fait partie de l'existence, l'appartenance claire à une zipe est une donnée critique dans la vie des Germains. Car il ne peut pas y avoir de doute sur qui est dans le clan ou qui ne l'est pas, sur quelle famille est alliée avec quelle autre famille et sur qui tu peux t'appuyer dans les moments difficiles. Si un pillard de la tribu voisine attaque le village ou une bête sauvage déboule dans ton enclos demain matin, personne ne veut devoir discuter à ce moment-là sur qui fait vraiment partie de la zipe en fait. Le monde de Herman est un monde dans lequel la vie de tous les jours ne se base pas sur des abstractions lointaines, comme un code de loi écrit sur une tablette ou des pièces de monnaie acceptées partout qui dirigeraient les échanges, ou plus encore une force de police qui surveillerait chacun. Mais c'est un monde dans lequel les mots fidélité, secours, assistance ont un rôle concret et immédiat pour assurer ta propre survie. Un monde où ces notions se matérialisent concrètement, au quotidien, avec des personnes que tu connais personnellement, avec ton entourage, avec ta famille, avec ta zipe. Moderne ou pas, brutal ou non, ce fonctionnement tribal va influer tout au long de notre histoire sur les rapports que les Germains vont entretenir entre eux et avec les autres. Le mécanisme de la zipe, de la solidarité à la vie à la mort qu'on entretient avec son clan, ce type de fonctionnement accepté dans les tribus germaniques au sens large est un paramètre important de la vie des Germains en ce premier siècle et qui va perdurer quand l'heure de la confrontation avec la puissance romaine aura sonné et même plus tard, quand on en saura aux Mérovingiens. Un peu de patience encore. Mais pour en revenir à notre point de départ sur le mariage, l'amour et les sentiments de Frida et d'Hermann ne jouent sans doute qu'un rôle très marginal dans toute cette histoire quand on y réfléchit à froid. Est-ce que les familles de Frida et de Hermann ont pris en compte leurs sentiments réciproques? Peut-être, mais rien n'est moins sûr. L'amour, c'est bien, mais le potentiel offensif et défensif de Tazipe, c'est encore mieux. Et dans les cas où ces deux principes ne coïncidaient pas exactement, je vous laisse deviner celui qui a dû sembler le plus important aux yeux de tout le monde lorsqu'il a fallu choisir une épouse pour Hermann. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, le podcast dédié à l'histoire de France durant le premier millénaire. N'hésitez pas à nous contacter sur meropodcast.fr@gmail.com et rendez-vous au prochain épisode.